imaginez que le journaliste doit faire le débat entre les candidats. Alors, il va faire comment s'il est déjà engagé? Comment il fait? Comment il va se débrouiller? Bon, on dit, voilà, il y aura un débat entre Moïse Katumbi et Mukwege, entre peut-être Félix Tshisekedi et peut-être Martin Fayoulou. Bon, vous faites comment? Vous passez devant les caméras, vous commencez à poser des questions, alors qu'on sait que c'est votre propre candidat? Interrogeons-nous. Regardons-nous en face. Pour une fois, soyons sérieux. Bien sûr, moi je désapprouve les cultes de la personnalité. Je désapprouve totalement cela. Le combat politique, c'est un combat d'honneur. Et l'honneur revient au peuple. Le président a été honoré par l'université, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va augmenter l'eau et les courants à la population. Donc c'est le travail. Je crois qu'il est lucide. Il sait bien que ça, c'est une parenthèse dans cette vie. Ça peut vous donner un peu du baume au cœur, mais ça n'enlève pas l'étendue de vos responsabilités. Un grand challenge ici, Joseph Kabila et Bemba, nous pensons qu'ils allaient prendre le top des tops, mais il y a eu Oscar Kachala, qui 3 mois avant n'était pas connu. Pas du tout connu. Quand on dit que le peuple est souverain, eh bien, ça se remarque dans le choix des dirigeants. Aucun dirigeant, aucune intelligence, qu'elle soit raffinée, stratégique, pointue, ne peut présager du choix que le peuple fera. Le président Félix Tshisekedi a rétabli des liens diplomatiques forts avec l'État d'Israël. S'il fallait avoir une médiation congolaise dans ce conflit, quelle est l'attitude que doit avoir la République démocratique du Congo par rapport à ce conflit? Quel est le message que la RDC peut livrer à l'Israël et la Palestine? La RDC est un pays pacifique. Depuis toujours, nous avons développé une tradition des pays pacifiques, des pays hospitaliers. Et nous avons développé aussi des arguments des négociations, de trouver la paix par la négociation. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas, avec Kinshasa, en République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe. Là, nous allons retrouver M. Willy Kalengai, journaliste, expert en questions de développement, analyste politique. Il est aussi journaliste que je m'en vais saluer. Willy Kalengai, nous vous saluons. Je vous salue aussi, M. Katende. Merci de m'envahir encore dans votre émission. Willy Kalengai, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir avec tous nos téléspectateurs et auditeurs à travers le monde et surtout aussi à travers Géopolis TV qui suit désormais ce programme en partenariat entre Wangila depuis les États-Unis d'Amérique et Géopolis TV à Kinshasa pour une bonne conduite des informations ainsi que nous soyons ancrés entre les deux pays, Géopolis aux États-Unis d'Amérique et Wangila Connect en République démocratique du Congo. Un grand merci pour ce partenariat. Merci beaucoup. Je crois que le monde est tellement, aujourd'hui, nous pousse tellement à la coopération qu'il faut rapprocher les intelligences pour pouvoir avoir l'impact nécessaire au développement dans le pays. Donc, Wangila va être diffusée, votre émission sera diffusée sur Géopolis Télévision. Et chaque fois que vous aurez un programme, n'hésitez pas, vous nous l'envoyez. Nous avons un public qui est essentiellement TNT ici et qui va certainement vous suivre avec beaucoup de bonheur. Un grand merci, M. Willy Kalengai. Pour ce programme, nous allons nous appesantir sur le processus électoral et le développement socio-économique, mais nous allons aussi parler de l'actualité. Le tout premier, c'est ce conflit israélo-palestinien. Nous avons vu le Hamas attaquer Israël et en représailles,
Israël est maintenant en incursion en Palestine pour débusquer, comme ils le disent, les terroristes de la masse. La grande question est celle-ci. Il y a des conflits en République démocratique du Congo où les Congolais demandent l'intervention des États-Unis d'Amérique, demandent l'intervention physique de la France, mais cela n'arrive pas. Mais pourquoi, lorsque c'est le Hamas qui attaque Israël, nous avons des porte-avions américains qui bougent pour pouvoir aller entrer en activité de guerre? Pourquoi ce deux poids mesures dans les questions qui touchent l'Afrique? Willy Kalingai. Bon, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. En ce qui concerne la situation en Palestine, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui sont soutenus par d'autres pays. Israël, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle l'epsilon central des États-Unis. Les Américains se sont déjà engagés d'abord à la création d'Israël, c'était eux. Ensuite, ils ont ce que nous pouvons appeler un accord permanent de défense avec l'État d'Israël. Israël est entouré des pays qui lui sont hostiles. Vous avez l'Irak, vous avez l'Iran, vous avez la Syrie, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Égypte, vous avez le Liban. Vous avez donc des pays qui, d'une certaine manière, ont déjà décidé que l'existence même de l'État d'Israël était un contresens. Donc, c'est tout à fait normal que par rapport aux intérêts, par rapport aux accords qui existent entre ce pays-là, Israël, et les États-Unis, qu'il y ait cette précipitation. Nous avons, quels sont les types d'accords nous avons avec les autres membres de la communauté internationale? Nos accords sont malheureusement des accords primaires. Nous sommes les pourvoyeurs des ressources naturelles. Nous ne sommes pas encore perçus comme des foyers de civilisation et que le monde entier peut, dans une relative mesure, venir à notre secours quand nous sommes attaqués. C'est donc à nous de faire un effort pour pouvoir élever les niveaux de notre propre compétence pour que, quand nous avons des accords, qu'ils tiennent compte de tout cela. De toutes les façons, des pays africains ont compris qu'ils ne peuvent être servis que par eux-mêmes. Les pays africains ont compris qu'on ne se défend pas en espérant que des alliés lointains viennent mourir pour vous. Aujourd'hui, les pays africains ont compris cela et il ne faut pas en prendre de la graine, sinon comment nous allons devenir? Israël, aujourd'hui, est dans ce qu'on appelle la confluence des intérêts géostratégiques. C'est le Moyen-Orient, c'est la plupart des grandes crises que nous avons eues depuis 100 ans sont parties du Moyen-Orient. Donc c'est normal que ceux qui les ont créés, ceux qui vendent les armes, ceux qui positionnent les différents régimes dans la sous-région, soient inquiets. Donc il ne faut pas s'en faire outre mesure. L'Afrique ne doit pas entrer dans ce genre de repas où il n'a pas été invité. Repas où il n'a pas invité, mais pour la crise ukrainienne, nous avons vu le président Macron, les Nations Unies et d'autres pays solliciter la condamnation par l'Afrique des agissements de la Russie en Ukraine. Est-ce que ça ne va pas aussi dans ce sens-là de pouvoir toujours chercher l'Afrique pour légitimer ce que fait les grandes puissances? L'Afrique doit aujourd'hui profiter de cette occasion pour s'émanciper directement. D'ailleurs, vous avez vu que la pression, moi je félicite les présidents africains qui sont partis en Russie, alors qu'il y avait un sommet. Tout le monde a été mis sous pression pour condamner l'agression russe en Ukraine. Mais ça a changé un tout petit peu. Ayons de nouvelles grilles de lecture. Les Africains, comme en 1945, quand ils sont allés faire la Deuxième Guerre mondiale, ils ont découvert que le mythe du blanc était un mythe basé sur le mensonge, que les blancs, comme le noir, étaient tous mortels et qu'ils avaient du sang blanc ou du sang rouge. Que voulez-vous dire? Donc, c'est à partir de ce moment-là, les Africains ont compris qu'ils pouvaient s'émanciper. Nous avons une indépendance. Aujourd'hui, ce qui nous est donné comme opportunité, c'est de nous éloigner de ce paradigme qui veut que nous soyons les États faibles, périphériques. Et que quand il y a des grands enjeux, nous venons que pour valider et avaliser les stratégies de décision des autres. Je vois que l'Afrique s'est très bien comportée. L'Afrique n'a pas suivi l'Europe de manière machinale. Aujourd'hui, l'Afrique a
organiser sa propre lecture et s'est même proposé pour faire la médiation entre l'Europe, en fait, entre l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Les pays africains sont en train de monter en puissance sur le plan de l'analyse des contextes, mais aussi sur le plan du courage politique. Nous avons des présidents aujourd'hui qui disent tout haut ce que leurs prédécesseurs n'osaient même pas rêver. Moi, je suis optimiste que la crise actuelle, tout en étant préjudiciable à beaucoup, hein, il y a beaucoup de morts et ça a regretté, mais elle permet aux Africains d'éloigner un tout petit peu ce complexe presque congénital d'être des États assistés. Voilà ce que je peux vous dire. La République démocratique du Congo par le président Félix Tshisekedi a rétabli des liens diplomatiques forts avec l'État d'Israël. S'il fallait avoir une médiation congolaise dans ce conflit, quelle est l'attitude que doit avoir la République démocratique du Congo par rapport à ce conflit? Quel est le message que la RDC peut livrer à l'Israël et la Palestine? La RDC est un pays pacifique. Depuis toujours, nous avons développé une tradition des pays pacifiques, des pays hospitaliers. Et nous avons développé aussi des arguments, des négociations, de trouver la paix par la négociation. Je crois que le seul message que le Congo peut donner à Israël et même à la Palestine, c'est un message de paix. N'oubliez pas que depuis plus de 40 ans, notre pays s'était déjà prononcé pour l'établissement de 2 États indépendants. Il fallait qu'il y ait un État palestinien, il faut un État israélien, un État juif et un État arabe. Ces 2 États ont été créés à l'époque déjà en 1948. Bon, il y a eu effectivement en Israël la montée en puissance des extrémistes. Aujourd'hui, nous vivons malheureusement ce qui est arrivé en Israël qui est regrettable. C'est que ce soit au niveau d'Israël, que ce soit au niveau de la terre de Gaza, les pouvoirs qui dirigent sont des pouvoirs extrémistes. Et les extrémistes finissent toujours par l'affrontement. Le Hamas, qui est aujourd'hui traité comme un pays, comme une force négative, donc des terroristes, les Hamas, dirigés par les terroristes, ont fait décider déjà de... Et pour eux, Israël ne doit pas exister. Alors qu'il y avait quand même des négociations avec le Fatah. C'est parce que justement en Israël, nous avons un gouvernement qui a décidé de fonctionner sur la base extrême. Et en ayant négligé le Fatah, ils ont donné au Hamas la possibilité d'exprimer son mécontentement, mais surtout sa tendance vers l'élimination d'Israël. Notre pays est un pays pacifique. Nous avons des liens extrêmement importants avec Israël en tant que source d'inspiration religieuse et chrétienne. Vous savez que beaucoup de Congolais sont des chrétiens. Cette relation existe, mais elle n'est pas une relation d'État. C'est une relation sentimentale. C'est une relation, je peux dire même spirituelle. Mais en tant qu'État, nous devons de préserver l'existence des Palestiniens, le droit des Palestiniens à accéder à un État libre. Et je crois que le Congo, tout en étant en grande amitié avec Israël, le Congo ne réunit pas le droit des Palestiniens. Willy Kalengai, le gouvernement israélien a fourni assez d'efforts pour rétablir des liens diplomatiques avec le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, ainsi de suite. Tous ces efforts de paix entre ces pays, l'Égypte, le Qatar, ainsi de suite, est-ce que ces efforts ne vont pas être jetés dans l'eau à cause de cette goutte d'eau qui va tout faire chavirer ou déborder? Je le crains, mais vous savez, les efforts dans ce domaine ont déjà eu lieu. N'oubliez pas qu'il y a eu l'accord de Camp David. Il y a eu déjà un premier accord important entre Yasser Arafat à l'époque, qui avait signé avec les Égyptiens. N'oubliez pas cela, Sadat et Yasser Arafat ont signé sous l'égide du président américain de l'époque des accords qui avaient quand même été extrêmement importants pour la paix au Moyen-Orient. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes ici en présence d'une grande adversité. L'adversaire, c'est le fondamentalisme. L'adversaire ici, c'est l'extrémisme. Le président Sadat a été assassiné dans son propre pays le jour où il était en train de présider un défilé
Pourquoi? Parce qu'on lui reprochait d'avoir approché Israël, d'avoir signé un accord. C'est cela la difficulté que nous avons aujourd'hui. Il y a eu d'autres accords. N'oubliez pas l'accord d'Oslo, n'oubliez pas les rapprochements qu'il y a eu. La rencontre Rabin. Rabin a été aussi assassiné en Israël par un extrémiste. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un rapprochement avec le monde musulman. Donc, il existe donc dans le monde du Moyen-Orient des forces qui se battent pour que jamais ces gens ne puissent s'entendre. Et ces forces sont instrumentalisées. Mais les démocrates, ceux qui veulent la paix, sont aussi nombreux. Et je crois que cette crise devra donner l'occasion maintenant et à Israël et à la Palestine de retrouver les voies d'une nouvelle négociation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, mais cette fois-ci, vous avez vu, les morts sont partout. Tous sont victimes, tous sont coupables. Parlons RDC, nous venons de l'apprendre, naufrage en Mbandaka. La circulation en République démocratique du Congo comprend de nombreux dangers. Il y a eu cette crise avec CAA et maintenant, nous avons toujours ce problème de pouvoir circuler tranquillement dans nos fleuves et nos lacs en République démocratique du Congo. Un mot par rapport à ce naufrage encore en Mbandaka. Je suis vraiment touché au plus profond de moi-même parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais aussi en Mbandaka. J'ai circulé dans ce port. J'ai vu quand même un certain nombre de pêcheurs avec lesquels j'avais discuté il n'y a pas longtemps. Ce qui arrive malheureusement pourra encore se répéter. Pourquoi? Parce que les conditions de navigation sur les fleuves sont déplorables. Nous n'avons pas d'industrie pour pouvoir fabriquer de bons bateaux qui peuvent naviguer. Nous n'avons pas cela. Nous avons demandé déjà il y a quelques semaines que le gouvernement de la République se batte pour un échange de procédés afin que ceux qui construisent les bateaux à l'est du pays, notamment sur le lac Kivu, s'ils peuvent aussi, on peut leur permettre d'installer ici à Kinshasa et sur le littoral du fleuve, installer aussi la fabrication des bons bateaux sur le fleuve. Les barges, les populations doivent commercer, elles doivent vivre. Et les conditions de vie sont tellement devenues difficiles qu'elles doivent malheureusement n'utiliser que la seule voie qui leur est disponible, c'est la voie de l'eau, c'est les fleuves. Mais quel type d'embarcation? Et le nombre, la demande est tellement importante que c'est par centaines que les gens vont prendre des barges. Et aujourd'hui, il suffit simplement qu'il y ait un problème de navigation, c'est dommage. Les informations que moi j'ai reçues ce matin disent d'abord que ce bateau-là est sorti sans l'autorisation des autorités portuaires, donc ils n'ont pas été prévenus. Ensuite, les capitaines n'étaient pas très bien, ce n'était pas quelqu'un qui était expérimenté pour tenir cette barge. Malheureusement, il y a beaucoup de morts et c'est dommage. Bon, les autorités ont pris la mesure et sont en train d'abord de récupérer les corps, ensuite de leur donner une animation correcte. Mais c'est quand même triste. Le fleuve est un boulevard important, mais il faut mettre sur le fleuve des bateaux qui naviguent et des bons navigateurs. Nous avons une école de navigation ici. C'est une possibilité. Nous avons la loi qui existe. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2-3 ans, il avait été interdit. On avait pratiquement fermé beaucoup de ports illégaux ici et qui n'obéissaient pas aux normes d'un bon port. Mais c'est encore les trafics d'influence, des gens aux intérêts mesquins et personnels qui ont empêché que cette décision soit appliquée jusqu'au bout. Et regardez, aujourd'hui, nous avons des morts. Il faut interdire la circulation, mais encore faut-il leur donner comment on fait pour que la population continue à vivre. Un autre point, les distributeurs des produits pétroliers en République démocratique du Congo viennent de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la pénurie prochaine du carburant. Pourquoi à chaque fois la RDC doit tomber dans ce problème de pénurie? Ce n'est pas vraiment de la pénurie, hein, comme je peux dire comme ça. C'est parce que les hydrocarbures sont des produits subventionnés. On ne peut pas dire que dans le monde, il n'y a pas de pétrole. Non, c'est un produit subventionné. Ça signifie que pour maintenir un peu le pouvoir d'achat de la population et contrôler les prix sur le plan national,
le gouvernement accepte de subventionner une partie du prix. Ça signifie que le prix à la pompe est maintenu à un niveau et le manque à gagner est donné par le gouvernement directement aux pétroliers. Maintenant, la difficulté, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour que le gouvernement puisse donner cet argent, il faut qu'il le gagne, il faut qu'il l'obtienne. Mais quand vous regardez l'effort de guerre, l'effort des élections, maintenir le dollar et le franc congolais à un niveau acceptable, je considère que ce sont des enjeux qui ont peut-être échappé aux autorités pour qu'elles puissent mettre à disposition les fonds nécessaires au monde pétrolier. Parce qu'eux aussi, pour pouvoir acheter le pétrole, l'amener ici, le carburant et le vendre, ils ont besoin de ces devises. Je crois que j'ai appris, avant de monter sur votre plateau, qu'une négociation est en train de s'achever et que nous pourrions éviter cette pénurie-là. Parce qu'en réalité, ils vont rationner. Ils ne peuvent pas vendre totalement à perte. Ils vendent à perte avec l'espoir que ceux qui ne gagnent pas veulent restituer. Mais si ils continuent à vendre sans avoir l'espoir qu'on leur restitue ce qu'ils perdent, ils sont en train de rationner, de diminuer les quantités mises en circulation. Mais je crois que ça va Mais se jusqu'à régler. quand l'État congolais va toujours subventionner, vu les nombreux défis que le gouvernement congolais a? Mais c'est comme ça signifie qu'aujourd'hui, c'est comme si vous demandez jusqu'à quand est-ce que l'Union européenne va subventionner l'agriculture en Europe, en France, partout. Ce sont des produits de première nécessité, ce sont des produits vitaux pour l'équilibre dans la société. L'État a le devoir d'appuyer cela parce que l'État doit protéger sa population. Donc c'est un peu comme les agriculteurs français. Ils produisent, mais ils vendent à perte et l'Union européenne leur donne des subventions. Il ne faut donc pas penser que c'est compliqué. C'est ce qui s'est fait ici aussi. C'est un produit important, mais si nous suivons le cours du marché, aujourd'hui, en Europe, par exemple, vous avez un litre, ça va maintenant au-delà de 2 euros. Mais si vous commencez ici à Kinshasa, déjà le prix qui est aujourd'hui pratiqué a déjà mis beaucoup de voitures au garage parce qu'ils ne peuvent pas payer ça. Même ce qui est subventionné est difficile à obtenir. Donc, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est une anomalie. Non, ce sont les lois de l'économie. À un moment donné, l'État est un régulateur. Et quand il prend des décisions de subventionner, je crois qu'il essaye de maintenir l'équilibre macroéconomique. Processus électoral et développement socio-économique en République démocratique du Congo. Pour être candidat en République démocratique du Congo, il fallait payer une caution pour les candidats présidents, à peu près 160 millions. D'où provient cet argent? Nous ne comptons même pas des députés. Donc, vous avez le docteur Mukwege qui a donné ses 100 000 $. Lui qui est à Panzi, il dit que ce sont les femmes violées, les personnes de bonne volonté qui lui ont remis cet argent. Vous avez des docteurs Tiani, vous avez des professeurs Tiani qui ont donné 100 000 $. Vous avez Seth Kikouni, 100 000 $. Fayoulou, tous les candidats, 100 000 $, 100 000 $. Le président de la République, 100 000 $. D'où viennent ce montant? Parce qu'on parle de la crise. Comment tout le monde peut donner 100 000 $, excepté une dame qui venait de Goma, elle n'avait pas les 100 000, elle a demandé une dérogation. Pourquoi vous vous inquiétez pour si peu, mon frère? D'abord, je voudrais vérifier que vous dites que ce n'est pas 100 000, c'est 60 000. 100 000, c'était dans le précédent cycle, on parlait de 100 000. Mais dans le cycle actuel, on parle de 60 000 $ et c'est beaucoup, certes. C'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, être président de la République, ça ne se ramasse pas dans la rue. Quand quelqu'un est président de la République et candidat président de la République, il devrait au moins avoir ne fût-ce que 100 000 membres de son parti. Et si chacun d'eux donne $1, ils ont les 100 000. Donc le problème, c'est pas... Mais il y a ceux qui n'ont même pas de parti politique. Vous avez Dr Mukwege, pas de parti. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Politique, presque. Non, le pays aujourd'hui est en train de revenir vers la force des moyens. Ce n'est pas un pays où 100 000 $ ne représentent pas. À titre individuel, c'est énorme.
Mais à titre de projet, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais un pays comme la Parce que le RDC, projet, avec les moyens que la population a, est-ce qu'il faut nécessairement donner 60 000? Hier, c'était 100 000 et 60 000 aujourd'hui. Est-ce qu'il faut je tout le crois temps que rester dans non. cette... Je pense que c'est l'argent personnel et ce n'est pas remboursable. Un État ne doit pas se priver les moyens d'augmenter son assiette fiscale. Il ne peut pas se permettre de... Écoutez, quelqu'un qui se prend pour la solution finale de ce pays et qui estime qu'il peut se présenter aux élections, bon, les conditions sont données aussi pour pouvoir décourager ceux qui ne sont pas sérieux. On les décourage par le... C'est comme ça qu'on fait partout. Bon, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Les gens ont des moyens, ils les ont obtenus de manière légale, illégale, malhonnête, illégale. Les moyens existent et l'État, lui, il prend d'abord ce que vous avez. Il ne faut pas demander à l'État de se priver de moyens si bien donnés par les ambitions des individus. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent-là? C'est à l'État lui-même, en tant que, en fait, dans ce travail de service, qui a des dossiers sur toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore commencé à faire des enquêtes sur la provenance des moyens que possèdent les gens. Mais ça, c'est quelque chose que les impôts devraient faire. Mais, en ce qui me concerne, je pense que le plus important n'est pas les 100 000 dollars. Mais la grande question, à quoi ça va servir cet argent? Mais cet argent va les entrer gens dans à la les trésors CENI. publics. Cet argent va entrer dans les trésors publics. Aujourd'hui, la RDC a présenté un budget de 16 milliards de dollars. Vous voyez, donc, j'ai dit que nous devons nous habituer à rentrer dans une RDC de puissance et de moyens. Il faut que nous puissions élargir notre perception des moyens de l'État qui devront s'élargir davantage. Nous devons arriver un jour à présenter dans ce pays un budget de 100 milliards de dollars. Nous en avons la capacité installée, nous avons les moyens qu'il faut et les ressources, mais surtout une population industrieuse. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est les moyens qui existent sont-ils affectés à des problèmes de fond? Les moyens qui existent ne sont-ils pas détournés par des dirigeants malhonnêtes? Ce sont des questions fondamentales, des questions d'éthique et d'affectabilité. Mais les moyens vont venir, les moyens vont exister. Nous allons avoir des millionnaires dans ce pays. On aura certainement des milliardaires. Mais le problème, est-ce que l'argent que l'État perçoit, il l'utilise en bon père de famille? Là, c'est une question de gouvernance. La grande question, plus de 20 candidats présidents, nous avons des pasteurs, le pasteur Dr Ngalassi, nous avons toutes les personnes. Est-ce que sur le plan, vous êtes manager? Nous reconnaissons cette capacité managériale que vous avez. Vous êtes expert dans les questions de gestion. Est-ce que pour être aussi président de la République, pour être capable d'impulser le développement socio-économique, est-ce qu'on doit aussi tenir compte de son passé en termes d'expérience? Parce que vous avez par exemple le docteur Ngalassi qui est pasteur. C'est vrai, d'autres disent qu'il est médecin, mais on le connaît plus pasteur. Vous avez le docteur Mukwege qui est gynécologue, si on ne se trompe pas. Vous avez plusieurs personnes avec ce profilage-là. Est-ce que cette candidature aussi doit tenir compte de la capacité à proposer des solutions par rapport à l'expérience que l'on a du domaine de provenance que l'on a comme parcours professionnel? Vous savez, cher ami Christian, cher ami, il n'y a pas une école où on forme les présidents des républiques. Il n'y a pas d'école. La présidence d'une république comme la nôtre, c'est une question de connexion entre un homme, son projet et le peuple. Il n'y a pas d'école. Et on ne peut pas pressentir si tel ou tel pourrait être un bon président ou un bon président. Il n'y a pas d'école. La gestion d'un État, c'est plus que la technocratie. Certes, un président de la République a besoin des technocrates, a besoin des professionnels dans tous les secteurs pour pouvoir avancer. Mais les gens sont élus, non pas seulement sur base du programme. Quel est le poids qu'ils portent en eux le pays? Le combat, c'est le combat que vous avez pour le pays, servir le pays. Moi, je pense que les profils, sauf ceux qui ont déjà été condamnés par la justice et qui ont un casier judiciaire extra et tout ça, des malhonnêtes, ceux-là, je crois qu'on peut les exclure. Mais pour les restes, je ne pense pas qu'il faille
absolument des conditions particulières. Que ce soit les médecins, les pasteurs, que ce soit les écoles, les professeurs d'université, il n'y a pas de profil. Ou il n'y a pas de profil. Nous avons connu jusqu'à ce jour, je crois, nous sommes au 5e président de la République. Quand vous regardez les profils, ils sont totalement différents. Totalement différents. Mais nous ne pouvons pas nier que chacun d'eux a marqué d'une certaine manière sa gouvernance, même s'il y a eu des échecs. Mais le pays a été conservé. Moi, je pense qu'il ne faut pas tergiverser sur le profil des individus. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des individus. Ils sont les porte-étendards d'un système. Un homme qui vient, que ce soit le pasteur Ngalassi, comme vous avez cité, le docteur Mukwege, j'espère qu'ils viennent avec un système de gouvernance. Ils ne sont pas seuls. Ils doivent être accompagnés d'un programme, des hommes et des femmes avec lesquels ils ont la même vision du Congo. Pour maintenant, les profils personnels, je ne pense pas qu'ils soient essentiels et que l'on puisse déjà préfigurer, choisir dès le départ que tel pourra être président, tel autre non. Je ne pense pas. Mais il y a ceux qui sont sans base. On ne sait même pas quelle est leur base. C'est au peuple de décider. Ce n'est pas nous les commentateurs. C'est le peuple de décider. Vous savez, les peuples doivent décider. Nous avons vécu en 2006 un phénomène qui nous a tous étonnés. N'oubliez pas, nous étions ici, il y a eu élection. L'IDPS du président Etienne Tshisekedi n'avait pas participé à ces élections de 2006. Mais il y a eu un grand challenge ici. Joseph Kabila et Bemba, nous pensons qu'ils allaient prendre le top des tops. Mais il y a eu Oscar Kachala, qui 3 mois avant n'était pas connu. Pas du tout connu. Quand on dit que le peuple est souverain, eh bien, ça se remarque dans le choix des dirigeants. Aucun dirigeant, aucune intelligence, qu'elle soit raffinée, stratégique, pointue, ne peut présager du choix que le peuple fera. C'est comme ça qu'il faut laisser ce peuple choisir librement ses dirigeants. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est dans les cœurs des Congolais. On ne peut pas savoir ce qu'ils veulent. Nous avons eu les mêmes problèmes. Rappelez-vous, en 2018, certains leaders qui n'étaient pas attendus sont montés au créneau avec une rapidité. Nous ne savons pas. Il ne faut pas prendre la base. Qu'est-ce qu'une base en réalité? Ce qui est important, c'est la qualité de l'offre et la soumettre au choix du peuple. Quand on va arriver aux élections, ce que je peux espérer, moi, que les gens soient libres, soient transparents et démocratiques. Et que chacun ait la possibilité d'exprimer sa vision. Parce que chaque candidature est une possibilité de développement. Chaque candidat qui arrive avec une possibilité d'augmenter l'intelligence collective. Nous avons beaucoup de problèmes. Et si nous pouvons aller dans chaque projet, nous trouverons des solutions. Bon, maintenant, c'est au peuple de choisir. Et c'est ça même sa force. La force du peuple, c'est justement ça. Personne ne peut remplacer le peuple. Ni les dirigeants, ni nous les journalistes, ni les experts, ni les militaires. Le peuple est souverain. On va lui présenter des plats qu'il va consommer ou qu'il va rejeter. Il faut donc que chacun de nous attende l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est le nombre de voix que chaque tel candidat va obtenir de la part du peuple. S'ils sont venus pour se moquer du peuple, alors, dommage, le peuple va les punir. S'ils ne sont pas sérieux, qu'ils sont venus simplement pour se donner une certaine image du public, rappelez-vous qu'il y a eu des candidats en 2006 et en 2011 qui ont obtenu 0,1%. Il y en a des gens qui sont comme ça, qui sont des farfelus, qui viennent parce qu'ils veulent se donner un statut social. Mais comme la Constitution leur permet d'accéder à cette candidature, eh bien, c'est au peuple maintenant de leur montrer qu'on ne se moque pas du peuple. Mais ce n'est pas à nous, en tant que chroniqueurs, en tant que journalistes, de décider qui a la candidature la meilleure. Ce n'est pas à nous. Juste dans le dépôt de candidature, nous avons senti une manière de s'imposer. Fayou le dit, c'est lui le candidat commun de l'opposition. Vous avez déjà Noël Chani qui dit, lui, il a le plan Marshall pour la RDC. Vous avez par exemple Denis Sassanga qui a sa vision qu'il a présentée. Nous l'avons suivi aussi sur nos confrères de Top Congo. Et vous avez le docteur Mukwege qui se démarque
et lui, il va directement tirer sur Félix Tshisekedi pour dire que la nation ne va pas bien et il est l'alternative pour donner la solution et il est caricaturé comme candidat de l'étranger. Il faut éviter de parler des personnes. C'est même ça qui a pollué et détruit notre nation. Aujourd'hui, moi, je connais presque tous les candidats et j'ai du respect pour tout Congolais et qui estime qu'il peut servir la nation au niveau le plus élevé. Il faut le respecter parce que c'est une ambition qui n'est pas du jour au lendemain. Mais en même temps, aujourd'hui, aucun d'eux n'a encore déployé son programme. Nous devons arriver à discuter des idées qu'ils vont amener pour la gouvernance. À ce stade, il n'y a que des invectives et c'est tout à fait de bonne guerre. Les hommes politiques s'invectivent régulièrement. C'est parce qu'ils veulent chauffer les mentalités pour montrer que ce qu'ils apportent comme preuve et comme programme est le meilleur. Mais entrer dans les discussions de ce qu'ils ont dit, ça relève du tempérament, ça relève de l'éducation des uns et des autres. Je n'entre pas dans les discussions sur les personnes. J'ai du respect pour tout celui qui vient pour servir la nation. J'aurai mon candidat certainement que je voterai, mais ça sera en toute et en profonde discrétion, parce que d'une manière ou d'une autre, je respecte le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui doit choisir. C'est le peuple qui doit choisir, mais la grande question, pourquoi toujours cette crainte de dire que pour certains, notamment Martin Fayulu, qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre, qu'il y aura peut-être un prolongement, qu'il y aura peut-être aussi... Pourquoi cette crainte malgré que les gens déposent les candidatures et que c'est presque fini? Vous savez, les processus électoraux est fondé sur la confiance des parties prenantes. Ça fait beaucoup de mois que nous avons, nous, en tant que journalistes, demandé qu'un consensus minimum soit trouvé pour que ceux qui vont aller aux élections y aillent de bon cœur. Il y a même eu une initiative qui a été prise par la CENI pour rencontrer les 4 leaders de l'opposition. Et nous, ça nous a fait plaisir parce que ça montrait quand même que la CENI était attentive à l'organisation de ces élections. Mais 2 hypothèses majeures. Il y a ceux qui estiment que les élections, quand si elles sont mal organisées, ça devient une option idéologique. Comme je ne suis pas dedans, donc c'est mal organisé. Comme on ne me donne pas ça, c'est que je n'irai pas. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est bien organisé. Nous sommes devant des parallélismes idéologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la CENI rencontre de manière technique, je dis bien, ce que l'opposition est en train de demander. Mais il faut que l'opposition aussi cesse d'envenimer le processus. Parce qu'en envenimant systématiquement le processus, en le décrédibilisant de manière permanente, nous installons nous-mêmes les conditions d'un chaos. Parce que les élections, ce n'est pas seulement de les organiser qui est important. Ce qui est encore plus important par rapport aux élections, c'est que quand vous les organisez, il faut que les résultats qui sortent des urnes soient acceptés et s'imposent à tous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se préparent déjà à la contestation. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui estiment que, comme c'est mal fait, comme je ne suis pas là moi, donc ça sera mauvais. J'ai aussi l'impression que d'autres disent, bon, comme ils ne veulent pas venir, alors nous irons tel que tel. C'est cet état d'esprit est nocif à la bonne tenue des élections. On ne peut pas faire les élections dans une contradiction systématique, dans une opposition systématique. Il faut que les opposants et le pouvoir organisateur et le pouvoir même qui est reconnu au chef de l'État, ce pouvoir-là doit absolument organiser cela. Il faut qu'on arrive à des points de convergence. 2 ou 3 points de convergence, c'est essentiel. Par exemple, moi, je pourrais proposer que autour du président de la CENI, tous les 24 candidats, parce que déjà, avant qu'il n'aille, que la Cour constitutionnelle décide, parce que je suppose que certains peut-être ne vont pas être retenus, bon, quel que soit le choix de la Cour constitutionnelle sur des critères objectifs, hein, je pense qu'une rencontre d'accalmie de l'état d'esprit, de l'état de la compétition entre les présidents de la CENI et tous les candidats présidents de la République est importante. Pour qu'une dernière feuille de route soit mise en place pour corriger ce qui est corrigeable. Je ne veux pas qu'on puisse systématiquement condamner les opposants en disant qu'ils sont de mauvaise foi,
Mais je pense qu'il faut à un moment donné aussi écouter ce que les opposants proposent pour qu'on ait une dernière feuille de route. Elle ira de la proclamation des résultats, enfin, la proclamation de la liste définitive des candidats présidents de la République jusqu'à la campagne électorale. Mais, entre-temps, la CENI, dans son cadre de concertation, peut appeler ses opposants ou les candidats de la majorité pour qu'ils se voient sur base d'une dernière feuille de route. Maintenant, il y a les candidats qui sont connus. Qu'est-ce que nous faisons pour y aller de bonne foi? C'est cela. On ne peut pas se permettre de ne pas organiser les élections. Ça serait vraiment le début d'un chaos, d'une inconnue terrible. Nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Mais on ne peut pas non plus faire des élections sans un minimum de consensus. Et ce consensus ne peut être trouvé que sur les modalités techniques. L'absence du camp de l'FCC, cher à l'ancien président Joseph Kabila, qui est maintenant sénateur à vie, est-ce que ce n'est pas un gâchis? On pouvait aussi avoir leur expérience dans certains domaines, député national, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas un gâchis? Vous avez prévu l'alternance, vous avez participé à cette alternance, mais la suite de cette alternance, vous ne voulez plus y participer. Vous savez, la politique a ceci de particulier, c'est une activité de liberté, des libertés fondamentales. Il faut donc toujours respecter le choix libre d'un homme politique. En ce qui concerne ma petite personne, en tant que journaliste, en tant qu'observateur de notre classe politique de l'histoire un peu immédiate du pays, j'aurais bien voulu que toutes les forces politiques concourent à ces élections. Mais les contingences et les intérêts des uns ne vont pas forcément dans le sens des autres. N'oubliez pas qu'en 2006, un des poids lourds des élections de la classe politique n'avait pas participé. Nous sommes allés aux élections en 2006 sans l'IDPS. Et pourtant, ces élections ont eu lieu. Elles ont été gagnées. Elles ont eu des institutions. Vous voyez, nous sommes allés aux élections en 2011. Il y a des groupes qui ne sont pas venus. Rappelez-vous que le groupe, notamment celui qui est en train de faire du bruit aujourd'hui, les M23, c'était déjà les CNDP à l'époque. Ils n'ont pas participé, ils ont refusé de venir à Kinshasa. Il existe donc bel et bien dans le pays des lectures différentes. Je crois qu'il y a des hommes politiques qui ont leur propre lecture. Aujourd'hui, les FCC estiment que le processus ici n'est pas un bon processus, qu'ils ne vont pas y participer. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Le problème, c'est que les pays doivent continuer à fonctionner. Les pays doivent être dirigés. À défaut des meilleurs, à défaut des génies. Mais on travaille avec les disponibles. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? C'est la volonté des institutions établies d'aller vers un quatrième cycle électoral, de doter les pays de nouveaux dirigeants, notamment d'un président, des députés et des sénateurs, plus tard des gouverneurs. Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir des élections au niveau communal, au niveau le plus bas. Une série que nous n'avons pas encore essayée. La dernière élection communale remonte à 1957. Voilà, donc nous venons de très loin. Ça signifie que toute proportion gardée, si les hommes politiques sont des êtres de liberté, mais ils ne doivent pas non plus oublier que le peuple, lui, a le droit d'attendre de les meilleurs d'eux. S'ils ne peuvent pas s'entendre eux-mêmes pour donner à l'autre peuple les conditions d'une vie décente, éviter des morts, comme j'en ai vu, comme vous en avez parlé tout à l'heure, les politiques publiques sont construites sur un fond de conflictualité. Parce que nous n'arrivons pas à mettre en place un socle national sur lequel, quel que soit celui qui vient au pouvoir, on ne va pas changer ce socle-là. Les hommes politiques sont encore au niveau des individualités. Ils ne sont pas encore arrivés à une intelligence collective, à un cerveau collectif. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont redevables par rapport à l'histoire de la qualité de vie qu'ils donnent à nos populations. C'est comme ça qu'ils se donnent de droits qu'ils n'ont pas en réalité. Personne ne peut priver un peuple
Nous devons aller aux élections. Il faut que les gens puissent aller aux élections. Il faut que les peuples se mobilisent. Mais il faut que ceux qui organisent les élections le fassent avec les règles de l'art. Mais il faut que ceux qui vont sortir des élections soient acceptés et que nous continuions. Le pays ne vit pas des élections. Le pays doit vivre des développements. Les élections, c'est une modalité, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Alors, ne faisons pas de la fin d'un moyen une finalité. Terminons ces élections rapidement et oublions-le. Pensons aux élections de 2028. Mais pour l'instant, et je voudrais terminer par là, moi, je ne peux que demander que plus de responsabilité à la classe politique, qu'elle sache qu'on ne lui a pas donné un chèque en blanc pour jouer avec la vie de 100 millions de personnes. Qu'une classe politique, hein, elle peut être renouvelée. On peut s'en payer autant. Mais un peuple, on ne peut pas le renouveler. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à l'UNIKIN, a encore été fait docteur honoris causa. Vos impressions? Aucune impression, c'est dans les termes normaux d'une université qui fonctionne. Elle choisit les personnes à qui elle doit faire ses hommages, son honneur. L'université, c'est une instance évidemment des recherches, mais une université doit être une source de solutions pour la nation. Si elle doit produire des solutions, elle a aussi le pouvoir d'évaluer les solutions pratiquées en dehors de l'université par d'autres acteurs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je ne peux que féliciter le chef de l'État d'avoir été honoré de cette manière par l'université, mais aussi grandes que soient les honneurs, celles du peuple sont plus que celles des individus. Donc, ça sera une nouvelle appellation. Docteur Félix Tshisekedi, présentement? Là, bon, non, je ne pense pas que le président lui-même accepte cela. Le diplôme d'honoris causa, c'est un diplôme honorifique, ce n'est pas un diplôme de recherche. Vous voyez, donc déjà s'appeler Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ça vaut tous les doctorats, non? Parce que dans le conseil de ministres, nous avons entendu par les images de la présidence, certains l'appelaient déjà docteur Félix Tshisekedi. Oui, non, mais je crois que moi aussi, sur ces images, le président a dit que maintenant, je n'en sortirai plus de cette affaire. Ça va lui coller à la peau. Il a désapprouvé. Il a désapprouvé cela. Il a désapprouvé. Ne travaillons pas dans les... Est-ce que ce n'est pas une sorte de flatterie quelque part? Parce que ça, c'est une question directe. Mais bien sûr, moi, je désapprouve les cultes de la personnalité. Je désapprouve totalement cela. Le combat politique, c'est un combat d'honneur. Et l'honneur revient au peuple. Le président a été honoré par l'université, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va augmenter l'eau et les courants à la population. Donc, c'est le travail. Je crois qu'il est lucide. Il sait bien que ça, c'est une parenthèse dans cette vie. Ça peut vous donner un peu du baume au cœur, mais ça n'enlève pas l'étendue de vos responsabilités. Ça ne réduit pas la pression que vous avez par rapport au peuple. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent trouver leur commerce en vantant le président de cette manière font rendre de mauvais services et au président et à la nation. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un culte effronté de la personnalité. Nous avons besoin d'un président responsable. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce jour, il assume bien ça. Non, maintenant, pour ces élections, on aura à peu près 3 docteurs. Docteur Matata Pogno, docteur Mukwege et docteur... Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous êtes en train de... Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous aimez parler des individus. Écoutez, non... C'était juste il y a des gens qui sont... Il y a d'autres journalistes, d'autres confrères qui sont spécialistes des personnes. Moi, je n'en suis pas un. Je ne cultive pas ce genre de choses. Je crois que on a aussi des couturiers, on a aussi des modélistes, on a des pasteurs. Hein? Les doctorats n'est pas une clé pour accéder à la présidence. Ce n'est pas une clé et ça n'a jamais été dit. Les doctorats, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des recherches dans un secteur qui a un doctorat. Alors, donc, je ne voudrais pas que vous puissiez diminuer la valeur intrinsèque de votre émission en surfant sur les personnes. Non, non, on ne surfe pas sur les personnes.
mais il y a un problème de journaliste engagé. Quel est votre regard par rapport à cette connotation de journaliste engagé? Moi, je n'ai pas de regard. Le journaliste est un être libre. Eh bien, s'il s'engage dans une voie politique, il doit cesser d'exercer le journalisme. Il est engagé, mais il ne peut pas tout journaliste s'engager. Ce n'est pas possible. Ça ne Non, dans le se sens suffit que pas. c'est un journaliste d'un camp. Beaucoup de journalistes, vous avez dit de ne pas citer, Mais ont vraiment c'est une démontré qu'ils déviation, appartenaient à des camps. c'est une déformation. Vous pouvez expliquer comme vous voulez, vous pouvez prendre toutes les théories, il y a des nouveaux savants qui peuvent justifier cela. Le journalisme n'est pas une pratique partisane. Nous travaillons pour l'agora. L'agora, c'est l'espace public. Ça signifie que nous devons mettre dans l'espace public, c'est comme le fleuve. Les fleuves roulent pour tout le monde. Les soleils, c'est pour tout le monde. Les mauvais et les méchants, les soleils les éclairent. Le journalisme travaille comme le soleil. Nous éclairons tout le monde de la même manière. Quand vous allez sur les fleuves, tout le monde de la même manière. Donc nous devons comprendre que notre posture en tant que journaliste, c'est de donner à la population les éléments de sociabilisation. Nous n'avons pas à éclairer un camp contre un autre. Ça, ce n'est pas notre propre travail. Nous avons d'autres espaces où chacun peut s'engager. Vous pouvez être le soir dans votre parti politique, vous faites les militants, mais quand vous montez sur les rings de l'information, quand vous montez sur l'espace public, vous devez rester objectif. C'est comme ça qu'on enseigne les critères objectifs de sélection d'information, on enseigne les critères de sélection, on enseigne comment écrire un papier. Nous écrivons pour tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre notre plume, l'inféoder à des groupes politiques. On peut me dire tout, ce n'est plus du journalisme. Ce n'est plus du journalisme. Ça peut être autre chose, ça peut être l'éditorialisme, ça peut être n'importe quoi. Et encore que vous avez le droit de le faire. On peut avoir le droit de se tromper. Mais personne ne peut me dire, aujourd'hui me convaincre, qu'il existe aujourd'hui un nouveau journalisme qui inféode l'écriture, la plume et les micros au service des causes partisanes. Sinon, nous tuons la population. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus une référence en cette matière-là, ni académique, ni intellectuelle, ni Non, vous l'êtes scientifique. sur le plan expérience, vous l'êtes. Je parle de ma petite expérience, j'ai couvert 4 processus électoraux, même celui-ci, et je pense que, imaginez que le journaliste doit faire le débat entre les candidats. Alors, il va faire comment s'il est déjà engagé? Comment il fait? Comment il va se débrouiller? Bon, on dit voilà, il y aura un débat entre Moïse Katumbi et Mukwege, entre peut-être Félix Tshisekedi et peut-être Martin Fayoulou. Bon, vous faites comment? Vous passez devant les caméras, vous commencez à poser des questions, alors qu'on sait que c'est votre propre candidat? Interrogeons-nous. Regardons-nous en face. Pour une fois, soyons sérieux. Je voudrais donc profiter de votre micro pour dire que nous, en tant que journalistes, le moment est venu aussi pour rester responsables. N'allumons pas les feux, ne mettons pas l'huile sur les feux, et travaillons de manière objective. Aujourd'hui, vous inventez beaucoup de genres journalistiques que nous n'avons pas étudiés. Bon, c'est normal, chacun de nous a le droit à l'inventivité, mais le journalisme reste une activité de cohésion nationale. Nous ne devons pas aujourd'hui, en tant que journalistes, tomber dans le culte de la personnalité et dans le transport des mensonges et dans la désinformation de notre population. Il faut donner à la population l'information objective nécessaire pour que son choix soit un choix qui soit réellement tourné vers son propre progrès. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Nous entamons une période difficile dans notre pays qui doit être gérée de manière intelligente. Nous sommes donc en train d'atterrir. Le voyage a été long. Il faut que chacun d'entre nous rentre sous son siège, attache sa ceinture, parce que l'atterrissage doit être réussi. Les élections de décembre, ce sera un atterrissage d'un processus. Il ne faudrait pas qu'il y ait des crashs. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'atterrir et de faire le compte. Chacun a voyagé avec des bagages. Il va retrouver ses bagages à la sortie. Et ces bagages, c'est en fait la sanction que le peuple va donner à ceux qui ont décidé de se présenter.
Mais le plus important, c'est le développement, c'est la solidarité nationale. Nous devons être solidaires les uns des autres. Nous sommes un pays à grande précarité. Peut-être que certaines personnes ont cessé de regarder ce pays et ne regardent qu'au travers des petits écrans. Le pays est en d'une grande souffrance. Cette souffrance interroge notre capacité en tant que nation et nous devons réagir par rapport au monde du pays comme nation. On ne réagit pas comme tribu, comme ethnie, comme groupe d'intérêts partisans. C'est en tant que nation que nous devons réagir par rapport au problème de notre nation parce que ces problèmes interrogent notre intégrité. Un grand merci, Willy Kalengay, qui a parlé avec tout son cœur. Willy Kalengay, c'est une référence de la République démocratique du Congo en journalisme. Ces experts qui font très bien leur travail, sur qui nous pouvons compter aussi pour avoir de la matière. De partout, vous avez suivi. Merci de rester connectés. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV. Désormais, nous vous donnerons la date et l'heure de diffusion et de rediffusion. Merci Willy Kalengay pour votre disponibilité un dimanche. Merci à vous aussi. Allez, bon vent à Dallas. Merci beaucoup.